Mais pourquoi tu passes l'opening? Salut tout le monde, c'est Orbic pour cette troisième partie de chronique sur Akame ga Kill. La dernière fois, nous nous étions quittés à la fin du premier acte de l'anime sur un monologue qui déchire sa race des petits poneys en Afrique. Et lui, il est toujours coincé dans son cadre. Alors, ça te plaît d'être là-dedans? Parfait! Bon, pour éviter de vous perdre en même pas 30 secondes de vidéo, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé durant l'épisode précédent. Après un combat les plus remplis contre le Docker Stylish, introduisant au passage le retour de Najenda ainsi que l'arrivée de deux nouveaux personnages, Night Raid se dirige vers les montagnes pour se trouver une nouvelle planque. On fait la connaissance avec Susanoo, un Teigu organique qui fait office de bras de remplacement, et Chelsea, une fille dont on ne sait pas vraiment grand chose pour le moment. Du côté de l'Empire, Seiryu est dévasté par la mort du docteur et nous offre une scène des plus émouvantes de toute la série. Il se passe plein de trucs pas très intéressants jusqu'à ce que par un concours de circonstances, Tatsumi et SDS se font téléporter sur une île déserte à des milliers de kilomètres de toute civilisation. Ils arrivent finalement à rentrer chez eux et Tatsumi comprend qu'il ne pourra jamais faire entendre raison à celle-ci et parvient à s'échapper en sachant que la prochaine fois qu'il la verra, ce sera en tant qu'ennemi. De retour à Night Raid, Najenda explique la suite des opérations et nous dit que le combat final arrive à grands pas. Et c'est sur cette blague visuelle merdique que seuls les passionnés du Seigneur des Anneaux comprendront que nous reprenons notre histoire. Donc, Night Raid tend un piège au Jaeger, ce qui leur permet d'isoler Wave, Bols et Kurome. On pourrait se dire que le combat semble quelque peu inégal, mais c'est sans compter le fait que le Teigu de Kurome lui permet de contrôler les cadavres. Elle invoque donc 8 servantes tout frais tout propres qui rétablissent l'équilibre. On a le droit à un gros enchaînement de combats, Kurome se fout de la gueule de tout le monde, Susanoo se transforme en Super Saiyan pour combattre un gros monstre, Akame et Leon affrontent Bols et son putain de Teigu lance-flamme, Najenda se bat pour la première fois de l'anime, bagarre. Mais attends, Najenda, c'est pas la chef de Night Raid? Ouais! Mais attends, mais ça veut dire que son combat va être putain d'épique! Non! Il est nul! Non mais sérieusement? C'est ça toute la puissance du chef de Night Raid? Depuis le début on nous dit qu'elle est ultra puissante et qu'elle pourrait tenir tête à SDS? Et son combat est nul! Bon. Najenda est l'archétype du chef de l'organisation ultra badass dont on ne sait quasiment rien, juste qu'il est ultra fort et craint de tout le monde. Comme exemple, on peut prendre le chef de la guilde de Fairy Tail dans Fairy Tail ou Shanks le Wu dans One Piece. Sauf que cet archétype ne marche que si le personnage est vraiment ultra fort et badass. Sinon, c'est comme voir une conférence Electronic Arts à l'E3. C'est décevant. Donc sinon, Kurome est acculé et quasiment toutes ses marionnettes ont été détruites. De l'autre côté, Leon et Akame brisent le Teigu de Bols, ce qui déclenche en dernier recours une grosse explosion qui fait péter tout le monde. Heureusement, cela ne fait finalement que permettre à Kurome de s'enfuir vu que tout le monde réussit à peu près à s'en protéger. Même Bols apparemment, qui marche tranquillement en dehors du champ de bataille et va même jusqu'à aider une petite fille qui s'était fait mal. Et je me rends compte que j'ai absolument pas parlé de Bols depuis le début de cette chronique. Allez, point personnage. Ah bah putain, tu les enchaînes aujourd'hui, hein! Pour résumer simplement, Bols était un membre de la brigade d'incinération avec un Teigu lance-flamme particulièrement puissant. Il était apparemment chargé de brûler des villages contenant des opposants à l'Empire. Il sait que ce qu'il fait est injuste, mais il se dit que c'est son travail et que s'il ne le fait pas, c'est quelqu'un d'autre qui prendra sa place. Il rejoint ensuite les Jaegers sous les ordres d'SDS pour combattre Night Raid. Malgré son physique de gros psychopathe, Bols est en fait quelqu'un de très gentil et serviable qui a même réussi à avoir une femme et une fille. Il a cependant sur le cœur toutes les actions qu'il a commises et sait qu'un jour ou l'autre il fera face à son châtiment. C'est d'ailleurs justement parce qu'il ne peut pas se pardonner qu'il porte en permanence son masque de la brigade d'incinération. Et c'est pour ça qu'il est génial. Le personnage de Bols est excellent. Il est juste assez ténébreux et triste pour qu'on le prenne au sérieux et juste assez drôle pour qu'on ait du plaisir à le voir, et c'est d'ailleurs sa plus grande qualité. On a une grande empathie pour lui. D'ailleurs, la sous-intrigue de Bols, bien que très courte, retranscrit parfaitement son sentiment, où Bols finit par enlever son masque pour montrer son visage au Jaeger qu'il accepte comme il est. Peu importe ce qu'il a fait dans le passé, il est maintenant aujourd'hui un homme nouveau qui se bat pour protéger son royaume. Peu importe ce qu'il a fait, on peut juste pas lui en vouloir. C'est comme un gros nounours qui réchaufferait le cœur des gens autour de lui. Ah bah ça, pour les réchauffer, même les nazis font pas le poids, hein! Et donc, blabla, scénario, blablabla, scénario. Blague de merde. Kurome, qu'est-ce que tu fous chez moi? Oh, trop loin. Donc, je disais... Mais pourquoi est-ce que je vous parle aussi longuement de lui? Eh bien déjà, c'est parce que c'est mon personnage préféré avec Tatsumi, mais c'est aussi pour que vous puissiez bien comprendre la scène qui va suivre. Je vous disais donc que Bols, sur le chemin du retour, croise une petite fille qui s'est fait mal. Dans toute sa gentillesse, il la soigne et se met à parler avec elle. Sauf que... Moi, l'ancien running gag était mieux quand même. La petite fille se révèle être en fait Chelsea qui s'était transformée grâce à son Teigu, et tue Bols d'une aiguille dans le cou.
fais pas ça, Non, je vais le rejoindre. Non, arrête. Je vous demanderai s'il vous plaît de repousser votre suicide intérieur pour vous reconcentrer sur l'histoire quand Chelsea prend l'apparence de Bols. Nécrophile. Pour aller assassiner Kurome. Par un flashback de celle-ci, on apprend que Akame et Kurome étaient dans une sorte de camp où on entraînait des enfants à devenir des assassins en leur faisant participer à des jeux mortels. Ça passe. Kurome a été ensuite séparé d'Akame et s'est vu injecter une puissante drogue pour augmenter ses capacités physiques. Ne sachant cela, Chelsea sous l'apparence de Bols la rattrape et réussit à lui planter une aiguille dans le cou et l'éliminer. Sauf qu'en fait non, parce que Kurome a une autre drogue dans le corps qui fait qu'en fait elle ne peut mourir que si son cœur est transpercé ou que sa tête est séparée de son corps. Étant bien plus avantagé en combat de front, même blessé gravement, Kurome prend en chasse Chelsea et la bute. 2 secondes. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague. Et vous croyez peut-être que j'appelle pour commander une pizza? J'aimerais que vous dites aux scénaristes d'Akame ga Kill que s'ils continuent à faire mourir leur meilleur personnage, je vais jusqu'au Japon à la nage et je leur passe leur testiculo sécateur. C'est bien compris? Ouais, je compte ça pour un oui. La suite. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, en un épisode, on a vu la mort d'un personnage génial que j'adorais, et celle d'un personnage dont on ne sait toujours rien, qui venait à peine de commencer son développement. Dans un immense élan de compréhension, je veux bien admettre l'aspect logique de la mort de Bols, vu que celui-ci avait déjà fini son développement. Et que ça valait peut-être mieux que de le laisser au second plan pour le reste de l'anime. Mais alors, pourquoi Chelsea? Il y avait encore plein de trucs cool à développer avec elle. Après tous ces événements, on retrouve Night Red qui se prépare à aller assassiner le dirigeant religieux selon le plan de l'agenda. Il se passe plein de trucs, on est introduit aux personnages des 4 démons Raksha, qui sont les gardes du corps du dirigeant religieux, les Jaegers sont également envoyés sur place, Night Red se bat contre les 4 gardes du corps, en tue 3, Lubak pète la classe. Yes! On apprend que Kurome n'est quasiment plus en état de se battre, Mine et Tatsumi se chamaillent. J'y reviens juste après. Seryu ainsi que le dernier des 4 démons Raksha les attire tous les deux en dehors de la ville, Tatsumi se bat donc contre le démon et Mine contre Seryu. Ce qui nous donne d'ailleurs un putain de combat ultra épique. De l'autre côté, les membres de Night Red passent la défense des Diggers et tuent le dirigeant religieux, Tatsumi et Mine triomphent de leurs opposants, Seryu se fait exploser juste avant de mourir, Mine est sauvé de l'explosion par Tatsumi grâce à la vitesse d'Incursio et on les voit tous les deux au bord d'une falaise en train de regarder l'aube. Bien. Pause. Bon, là on va mettre l'histoire un petit peu de côté pour parler d'un sujet qui est pour moi super important. Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué avec la scène précédente, il semblerait que Tatsumi et Mine soient tombés amoureux l'un de l'autre. Comment tu tires des conclusions hâtives? Pas du tout, il y a des signes qui trompent pas. Comme preuve, la règle des rougissements. La règle du rougissement est un procédé très utilisé dans un manga ou un animé pour montrer qu'un personnage a une attirance vers un autre. Comme son nom l'indique, cette règle s'applique généralement quand le ou les personnages ont le rouge qui leur monte aux joues et se sentent embarrassés. Bon par contre je suis sûr que ça s'appelle pas vraiment comme ça, c'est juste moi qui ai mis un nom random dessus. C'est maintenant une convention dans le milieu, mais de nombreuses créations se sont amusées à tourner en ridicule ce procédé, comme dans Nisekoi ou dans Baketutes qui a au passage démocratisé la règle du saignement de nez. En gros, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pour l'attirance sexuelle. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Là, on va plutôt s'attarder à la relation entre ces deux-là, et pour cela, il faut revenir à ce que je disais au début de la chronique. Souvenez-vous, dans la première partie, nous avons parlé des schémas des animés avec Rokujuma no Shinryakusha. Eh bien, il se trouve que la relation amoureuse du héros, quand il en a une, en fait également partie. Pour résumer le concept, le héros rencontre une fille au début de l'anime avec qui il finira à la fin. Et ça, peu importe le nombre de personnages secondaires qui lui sauteront dessus tout au long des épisodes. Dans notre cas, l'anime s'appelle Akame ga Kill. Vous avez 5 secondes pour trouver le nom de la personne qui finira avec Tatsumi. Et non, c'est Mine, et c'est pour ça que je trouve l'idée géniale. Au même titre que la mort de Shere, le fait que Mine et Tatsumi tombent amoureux de l'un de l'autre casse un gros cliché, en plus d'arriver complètement naturellement, chose qui est de plus en plus rare de nos jours. Et puis, bah ils vont bien ensemble quoi. Bon Théro, j'ai une lettre des abonnés qui disent que si tu continues à digresser plus longtemps, ils vont commencer à se faire sérieusement chier là. Fichtre. Donc, on va essayer d'aller vite. L'armée rebelle progresse très rapidement vers la capitale et conformément au plan, Tatsumi et Lubak sont envoyés infiltrer le palais impérial, mais ils se font trahir par leur contact et prendre au piège par le fils du ministre qui est un parfait connard possédant un tégu lui permettant de se téléporter. Avec lui se trouve le général Budo, un général de l'Empire qui contrôle la foudre. Bagarre, bagarre jusqu'à ce que Tatsumi se fasse battre par Budo et que Lubak tue le fils du ministre mais en y laissant par la même occasion la vie. Tatsumi est donc emprisonné et condamné à mort. Mais Esdes, qui sait maintenant qu'il fait partie de Night Red, vient le voir et lui propose de quitter le camp des rebelles pour rester avec elle. Sauf que Tatsumi, il aime Mine, et c'est pas un bâtard, donc il refuse. Esdes est alors furieuse, et décide de s'occuper elle-même de son exécution. Night Red apprend la nouvelle et vont sauver Tatsumi. Grosse bagarre, Mine bute Budo dans ce que j'appellerais simplement un Kamehameha. Susanoo se sacrifie pour retenir Esdes et permettre à Night Red de s'enfuir dans une scène d'adieu aussi épique que celle de Ken le survivant. Susanoo. Night Red arrive donc à s'échapper, mais Mine, trop gravement blessé, meurt après avoir révélé son amour à Tatsumi.
Je répète, Mine succombe de ses blessures. Donc Mine meurt entre autres. Ah putain, mais est-ce que 3 des meilleurs personnages de la série viennent de mourir en moins de 2 épisodes? Encore, je peux passer l'éponge sur Susanoo puisque ça m'aurait logique et qu'il pète la classe jusque dans ces derniers instants. Mais putain, pourquoi Mine? Rien ne justifiait qu'elles doivent mourir. C'est quoi alors, un plaisir sadique du scénariste? Bon, sinon Bestios, ça coûte cher un billet pour le Japon? J'ai 2-3 trucs à faire. Inspirez un grand coup pour faire passer de vous cette immense envie de meurtre après cette hécatombe et vous reconcentrer sur l'histoire. Donc, après ces événements non pour le moins tragiques, Night Raid a bien le seum. Parce que quasiment tout le monde est mort. Mais ils se doivent de continuer puisque sinon la mort de leurs compagnons aurait été vaine. Du côté des Diggers, c'est pas plus joyeux. Pour la même raison. Sauf qu'en plus de ça, Wave voit tout ce en quoi il croyait s'effondrer en comprenant que le peuple est maintenant majoritairement du côté de la révolution, et perd donc plus ou moins la raison de combattre. On apprend que Ran partage finalement les opinions de l'armée révolutionnaire, mais lui voulant changer l'empire de l'intérieur se sent prêt à passer dans l'autre camp. La seule chose qu'il retient sont ses principes. Et Kurome, qui ne se remet pas de la blessure que lui infligeait Chelsea, sait qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. Parfois la vie elle t'aime pas mais d'une puissance. Ah, ça ouais. Baisse-toi. C'est pourquoi, pendant qu'Esdes se défoule sur le champ de bataille en coupant des gens en deux, Kurome décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec sa sœur en la provoquant en duel grâce à un code secret écrit sur le torse des cadavres des personnes exécutées publiquement pour trahison. Avant que vous ne remarquiez le caractère malsain de la chose, Akame se rend à l'endroit du duel. On a ensuite droit à une petite conversation entre les deux sœurs qui montre qu'elles ne se détestent pas vraiment et que la seule raison pour laquelle elles se battent est qu'elles sont dans des camps différents. Puis vient le moment qu'on attendait tous. Le combat entre Akame et Kurome. Même si personnellement j'en avais absolument rien à foutre. Moi, il y a 2 combats que j'attends. Tatsumi, Wave, Akame, Esdes. C'est tout. Bon, les combats c'est très cool à regarder mais pas passionnant à raconter, donc en général je les skip. Mais là il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais m'attarder. Alors premièrement, en plein milieu du combat, un gros monstre fait son apparition et se met à attaquer Akame et Kurome. Celle-ci arrête donc temporairement de se battre pour régler son compte au gros monstre. Ce qui prouve que les deux ne sont pas vraiment ennemis et sont tout à fait capables de mettre leurs différents côtés pour se battre ensemble. Ensuite, un peu plus tard dans le combat, Wave fait éruption et attaque Akame. Il est arrêté par Tatsumi qui avait suivi celle-ci pour s'assurer que personne ne viendrait interrompre le combat. Kurome convainc Wave de ne pas s'en mêler, Akame et elle chargent en mode Sekuga, puis après 2-3 échanges de lames, Kurome se prend le sabre d'Akame dans le torse et meurt. En voyant ça, Wave est effondré, mais se retient de tenter quoi que ce soit. Il prend donc la dépouille de Kurome et dit ceci. Night Raid, pourquoi nous battons-nous? Pourquoi nous battons-nous? Pourquoi les feuilles tombent-elles? C'est dans leur nature. Ce n'est peut-être pas la bonne question. Ouais d'accord, c'est pas vraiment le moment pour faire de l'humour, je vous l'accorde. Pourquoi nous battons-nous? La question est en effet intéressante et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Après ça, on voit l'armée révolutionnaire aux portes de la capitale impériale et l'épisode se termine. Et on va s'arrêter là. Dans cette 3ème partie, on aura fait une bonne partie de l'animé et on se rapproche grandement de la fin. On a vu aussi la partie que j'appelle la traversée du désert avec la mort de plein de personnages très cool. Et dans la prochaine partie, on verra le dénouement de l'histoire et on commencera ce que vous attendez tous, la conclusion. Donc accrochez-vous, on approche de la fin et elle sera très riche en informations. Et comme j'ai pas d'idée de comment finir cette partie, on va se la faire à la Chuck Norris. C'est pas une bonne idée. Ah bon? Pourquoi? Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Non mais t'es pas le voyageur, ça marche pas. Nom de Zeus.